Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui on va revenir sur la saga Avengers en parlant donc d'abord du premier film Avengers de Joss Whedon réalisé en 2012. L'histoire c'est celle du Shield qui se voit corrompu après Loki qui décide de revenir sur Terre pour s'emparer du monde tout simplement. Et donc ils vont faire appel aux Avengers pour défendre la Terre, etc. Youpi, c'est beau. Pour en parler avec moi, j'ai Enlil, Salut. qui bosse à Script, un web média, Exactement. et dans la boutique À Plein Rêve. Donc je trouvais que c'était important de le faire venir parce qu'il s'y connaît quand même bien en comic book. Et surtout, il avait vu le film en avant-première sans être corrompu par les critiques. Et oui, à Paris la semaine dernière. Et ouais, ah là là, quelle classe. Donc voilà, je trouvais que c'était important de le faire venir. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé toi concrètement dans l'ensemble du premier Avengers? En tout cas, que t'as revu hier exprès pour être, on va dire, dans le mood pour parler du 2. Le premier Avengers, alors en fait c'est un peu bizarre parce que mon avis finalement a quelque peu changé par rapport à la sortie du film en 2012. Très clairement c'est un film qu'il fallait vraiment aller voir au cinéma et pas à la télévision. Je trouve que les effets spéciaux ont pas si bien vieilli et puis c'est vrai que le fait de le voir sur un petit écran, ça facilite pas vraiment on va dire le côté très popcorn et sympathique que la première vision pouvait amener. Moi, ce que je trouvais dommage sur le premier Avenger, c'était le manque de scénario assez fort en fait dans le film. Il y a des scènes d'action qui sont épiques, qui sont assez impressionnantes, voilà, grande échelle comme le second. Mais voilà, ça manquait un peu d'histoire, je trouvais. Les Avengers, c'est aussi une équipe de personnalités très différentes, très distinctes, qui communiquent. C'est presque une vie de famille, un peu différente comme des 4 Fantastiques, mais ça reste comme une vie de famille, en tout cas une vie de groupe. Et je trouvais que, bon, ça manquait un peu. Et finalement, le premier Avengers de Joss Whedon, ça n'est plus comme un Iron Man et ses copains, plutôt que véritablement un Avengers avec des personnages forts, etc. Je trouve qu'ils étaient un petit peu effacés par rapport au personnage de Robert Downey Jr. C'était un petit peu dommage et c'était un petit peu lourd. Alors, ce qui est aussi très paradoxal, c'est que à la sortie du premier Avengers, je trouvais qu'il y avait beaucoup de scènes d'action, énormément de scènes d'action. Et finalement, en voyant le second la semaine dernière, je me dis que non, enfin, ça s'équilibre quand même beaucoup mieux que le second. Ben, ouais, moi, ce qui m'avait marqué dans le premier, parce que, alors attends, je l'ai vu une fois au cinéma, une deuxième fois au cinéma l'année de la sortie, je l'ai revu à la télé entre temps, et puis là, je l'ai revu au cinéma hier soir. C'est bizarre, mais à chaque fois, j'ai un avis complètement différent. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai vu au cinéma, je trouvais qu'il était totalement incomplet. La deuxième fois que je l'ai vu, je trouvais qu'il était vraiment cool. Quand je l'ai revu à la télé, je l'ai retrouvé cool. Et là, hier soir au cinéma, je trouvais qu'il avait encore des défauts monstrueux. Mm. Ce qui me plaît à chaque fois dedans, c'est de voir les rapports qui sont faits entre les égos et non les charismes des personnages. C'est-à-dire que c'est vraiment des égos qui s'emboîtent, qui se déboîtent, qui se foutent sur la gueule. Mais ouais, tu l'as dit, c'est clair et net. Au final, on se rend compte que c'est un film qui blablate beaucoup, qui parle énormément, qui essaye de poser les bases de ce qui va arriver par la suite et qui n'arrive pas vraiment à équilibrer entre action et dialogue, on va dire, complexe entre les personnages qui essayent de se créer des rapports les uns entre les autres. Et on va dire que moi, ce qui me dérange un petit peu, et avec la vision du 2, je trouve que ça le met encore un petit peu plus en avant, c'est une trop grosse place de l'humour qui parfois plombe littéralement le déroulement de l'action. C'est-à-dire que autant quand on arrive sur des phases finales de combat où par exemple, je sais pas, t'as l'énorme plan séquence et puis tout d'un coup sur la fin t'as Hulk et Thor qui sont l'un à côté de l'autre et Hulk fout un coup de poing à Thor, ce genre d'humour ça marche. Mais quand constamment au milieu d'une scène d'action, on relance l'humour et on rebalance une blague, ça a tendance à couper le rythme d'une scène d'action et je sais pas, je trouvais que c'était très présent dans le premier. Mais je pense aussi c'est dû, après c'est vraiment personnel, mais je pense aussi que à mon avis Whedon avait un premier jet de scénario qui pouvait être intéressant et en fait c'est Zach Penn, le co-scénariste, qui s'est pointé ensuite pour aider un petit peu sur ordre de Kevin Feige parce que Zach Penn, je sais plus sur quoi il a aidé précisément, mais il a aidé sur quand même pas mal de scénars chez Marvel. Je crois que c'était lui qui avait rattrapé une partie du scénar de Thor, truc comme ça. Et on sent qu'il y a eu une première écriture qui était celle de Whedon où ça consistait vraiment en une série de petits épisodes et donc qui avait un rythme vraiment
à part entière en fonction de chaque scène, et que Zach Penn a voulu apporter une uniformité à l'ensemble du scénario, et que résultat il s'est un petit peu perdu dans des digressions, en partant un petit peu dans tous les sens, en sachant pas vraiment comment équilibrer les points de vue des différents personnages. Mais Bon, on le voit d'ailleurs, dans le DVD, il y a quelques scènes qui sont coupées, notamment des scènes sur Captain America, qui est vraiment le personnage, enfin, qui aurait pu être le personnage vraiment le plus intéressant du film. C'est véritablement la première fois que Steve Rogers passe de la Seconde Guerre mondiale à un temps qui est contemporain. Donc il y a toute une phase d'adaptation en fait qui je trouve vraiment est bafouée en fait sur le premier Avengers qu'ils essayent de rattraper après avec Winter Soldier. Mais voilà, il y a eu quelques scènes qui ont été tournées, qui ont été sucrées, d'abord peut-être parce qu'ils avaient peur que le film soit trop long, et parce que je pense que Marvel Studios, Disney, Kevin Feige, peut-être même Whedon voulait vraiment axer le film sur un gros blockbuster. Et force est de constater, ça a marché, et puis maintenant tous les studios ont envie de faire une sorte d'univers partagé avec on va dire un grand rassemblement à la fin. Ouais, c'est ça, il y a DC qui prévoit la Justice League, mais ouais, c'est clair et net. Moi, ce qui m'avait surpris aussi dans le premier, et que en revoyant hier j'avais plutôt aimé, c'est l'aspect que Whedon, voilà, il a son scénar, il fait ce qu'il veut avec, mais surtout au niveau de la mise en scène, il essaie quand même de faire des trucs qui sont vraiment épiques. Enfin, il essaie vraiment de maximiser le plus possible son budget, dans le sens où quand il faut, il fait des longs plans séquences pour mettre en avant tous ses personnages. Enfin, le plan séquence sur la bataille de fin en plein New York, où il fait intervenir tous ses personnages dans un seul plan sans coupe de montage, c'est vraiment impressionnant et il arrive vraiment bien à gérer ça. Puis on sent tout au long de la réal qu'il y a un vrai pari technique qui est lancé, c'est-à-dire que il y a on va dire, un très juste équilibre entre l'organique et le numérique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où il met en avant quelque chose de physique. Quand on voit les rues de New York se faire détruire et les voitures qui se retournent, c'est vraiment des voitures qui se retournent. Et il y a un très bon équilibre là-dessus, parce que quand on voit qu'ils ont recréé entièrement en 3D la ville de New York pour pouvoir faire justement les plans séquences et tout ça, mais que derrière ils se sont permis de bloquer des rues pour quand même essayer de tourner en vrai. Il y a un bon rapport de ce point de vue-là, et je trouve que c'est ce qui fait vraiment la force au niveau de la mise en scène du film, parce que Whedon arrive vraiment à s'emparer en même temps de sa scénographie et à faire un film qui est live, et en même temps d'équilibrer ça avec un numérique qui reste quand même équilibré, même si c'est sûr, il a un peu mal vieilli avec le temps, c'est clair et net. Ouais, c'est vrai, je pense qu'aussi ils ont vraiment voulu tourner à New York parce que New York c'est une ville très importante dans l'univers Marvel, c'est aussi ce qui a fait son succès entre guillemets, c'est-à-dire que à la différence de Superman qui est à Metropolis, Batman qui est à Gotham, qui sont forcément des villes inspirées de grandes mégalopoles américaines comme Chicago, etc. Ce qui était le gros intérêt des personnages Marvel, en tout cas leur création, c'était qu'ils étaient ancrés dans une vraie ville, c'est-à-dire que là où Peter Parker habite avec sa tante May, c'est un quartier qui existe. Là où il pourrait avoir le Baxter Building des Fantastic Four, c'est un endroit aussi qui a New York pour exister. Donc je pense que Marvel Studios aussi voulait se dire ok, on a imprégné nos personnages d'une vraie ville pendant des années et des années dans le comics. On se doit au moins de tourner une grande scène épique véritablement à New York. Alors après voilà, hein, c'est des petits moments dans le film, enfin en tout cas dans le final, mais voilà, je crois que c'était aussi important vraiment pour Marvel Studios historiquement d'aller tourner à New York et de se confronter véritablement à la ville. C'était quelque chose, je pense, qui les tenait véritablement à cœur. Après, on va aborder rapidement pour finir les acteurs. Qu'est-ce qui t'avait marqué vraiment comme performance? Bon, à part Robert Downey Jr. évidemment. Bah, c'est pas celle vraiment qui moi m'a marqué parce que je trouvais Robert Downey Jr. très bon dans le premier Iron Man et après finalement, je sais pas, il y a eu un truc très bizarre chez lui, c'est-à-dire que l'acteur se mélangeait avec le personnage constamment. Et je l'avais vu la fois dernière, c'était à Paris pendant la conférence de presse du troisième Iron Man. Et moi, en fait, ça me déconcertait, hein. Ça me mettait très mal à l'aise que l'acteur soit. Mime quasiment le personnage de Tony Stark. On ne savait plus si c'était Robert Downey Jr., Tony Stark, etc. Alors que la fois précédente où je l'avais vu à Comic Con à San Diego, c'était à l'époque où ils étaient en train de promouvoir le premier Iron Man un an avant la sortie du film. Il était beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, et voilà. Bon, après, c'est un point de vue personnel, donc je ne suis pas véritablement fan de ce que Downey Jr. a fait. De son personnage après le premier Iron Man. Je trouve qu'il s'est véritablement enflammé et enfermé presque dans un personnage un petit peu parodique. Pour autant, je trouvais que la véritable surprise du premier Avengers, c'était le personnage de Bruce Banner
et bien sûr de Hulk, qui, je crois que c'est le personnage favori véritablement des spectateurs sur le premier Avengers, mais je trouvais que Mark Ruffalo donnait quelque chose de nouveau et d'intéressant vraiment au personnage de Banner, après Eric Bana et Edward Norton. Je trouve que c'était assez intéressant. Et c'était une belle surprise parce que c'était peut-être pas le personnage qu'on attendait le plus. Donc moi, ouais, plutôt au niveau des attentes, niveau acteur, moi c'est comme toi un peu, c'était le personnage de Bruce Banner qui était intéressant. Enfin, Mark Ruffalo, on l'attendait un petit peu au tournant parce que tu l'avais dit, après Norton et Bana, on se demandait vraiment qui est-ce qui pourrait camper avec assez de charisme le personnage de Hulk. Euh, Celui qui m'a vraiment surpris, ça reste Chris Evans dans le rôle de Captain America, qu'on attendait lui aussi un petit peu au tournant, mais moi c'est parce que c'est le personnage que je préfère le plus dans l'univers Marvel, parce que je trouve que c'est celui qui a le plus de réflexion, on va dire, par rapport au monde dans lequel on est aujourd'hui, par rapport au nationalisme, au patriotisme américain. Voilà, c'était lui le symbole du patriotisme américain à l'époque, pendant la Seconde Guerre mondiale, comme il est montré. Et là, on veut vraiment nous montrer, à travers notamment Winter Soldier, comme un personnage qui voilà, remet en cause le patriotisme, on va dire. C'était surtout ça que j'attendais. Après, tout ce qui est Jeremy Renner, il m'a surpris parce que voilà, je l'attendais un petit peu au tournant dans le rôle de Hawkeye. Scarlett Johansson dans le rôle de Black Widow, pareil, assez intéressante. Nick Fury, bah voilà, Samuel Jackson, très très bon. C'était Cobie Smulders aussi que je m'attendais un petit peu. Je m'attendais pas trop à la voir au début. Enfin, je me remets quand j'avais vu le premier. Je m'attendais pas trop à la voir et elle était vraiment assez surprenante dans la seconde de Nick Fury, donc voilà, elle était plutôt intéressante. Après voilà, c'est surtout ça parce que Chris Hemsworth, j'arrive pas à trop kiffer l'acteur. Déjà j'aime pas trop le personnage de Thor malheureusement, mais je trouve qu'il le joue avec tellement de détachement en fait, il est pas assez construit au niveau de sa structure narrative dans le récit. Ça fait que voilà, je le trouve pas forcément très attachant et très antipathique comme personnage, mais après ça reste perso. Et donc, Chose quand même qui peut être très anecdotique dans les personnages de Black Widow et de Hawkeye, c'est que vraiment je pense que pour Marvel, en tout cas sur ce premier film, ils paraissaient vraiment comme des pions en fait sur un échiquier, à tel point que sur une des premières versions du scénario d'Avengers, le personnage de Black Widow était remplacé par la Guêpe, qu'on reverra peut-être cet été dans Ant-Man, l'homme-fourmi. Et voilà, le personnage était remplacé, donc ça explique ou ça montre à peu près l'intérêt du personnage, je trouve, en tout cas au moins dans la dynamique et dans la structure du film. Après, Hawkeye, c'est pareil, j'ai du mal à imaginer en fait un mec qui, en pleine destruction de New York, voilà, il y a une sorte de serpent de mer robotique, galactique, on sait trop quoi, avec un simple, je sais pas, un arc et des flèches, arrive à sauver New York et à intégrer une équipe si mythique que celle d'Avengers. Enfin, là-dessus, je trouvais que c'était des fois vraiment too much en fait. Et voilà, j'avais un petit peu du mal à saisir le truc, surtout que Jeremy Renner n'avait pas forcément coché la case, enfin, à mon sens, hein, la case charismatique sur le film. Mais bon, c'est pas grave, depuis il a tourné avec d'autres réalisateurs, il a compris peut-être ce que c'était d'être un acteur, enfin, je sais pas, c'est dommage parce qu'il peut s'avérer très bon comédien. Mais il faut vraiment que c'est le type d'acteur qui doit être bien dirigé par le réalisateur et le metteur en scène. Et bon, peut-être que Whedon sur Avengers était peut-être plus préoccupé par la mise en scène, je dirais, du décor, des scènes, de l'action, plutôt que le jeu des comédiens. Puis peut-être qu'aussi les spectateurs, en fait, vont plus voir l'action que le jeu des comédiens. Ça, c'est un petit peu triste, par contre. C'est la vie. et donc pour se projeter un petit peu, pour parler avant du 2, quelles étaient vraiment tes attentes lorsque tu es rentré dans la salle et que tu t'apprêtais à voir Avengers 2? Qu'est-ce que tu t'attendais à voir en fait? Moi, ce que je m'attendais, en tout cas ce que vraiment je voulais, désirais, c'était très clairement que Marvel Studios propose pour ce Avengers et même pour leur prochain film en fait des méchants charismatiques et je dirais intéressants, en tout cas plus intéressants que ce qu'on a pu voir dans le passé, c'est-à-dire véritablement un personnage pour lequel à un moment donné le spectateur s'inquiète, c'est-à-dire est-ce que Iron Man va véritablement réussir sa mission à sauver le monde ou non. Je trouvais que voilà, vraiment dans le passé, c'est le plus gros défaut que je peux trouver à Marvel Studios, c'est de jamais
avoir réussi à intégrer dans leurs histoires un méchant, un personnage très fort. Je crois que c'était vraiment tout le temps des seconds couteaux, des branquignoles qui servaient pas à grand chose. C'est plus des films de super-héros en fait, de toute manière, la Marvel Studios, que des films de comics, entre guillemets, en général. Donc voilà, moi je m'attendais à un... Enfin, je désirais un méchant plus fort. Je me doutais que l'action de toute manière serait spectaculaire. On est sur du Disney, donc c'est toujours de bonne facture. Et peut-être aussi une dynamique entre les personnages au sein du groupe des Avengers qui soit plus maîtrisée, qui soit plus étendue, peut-être plus de dialogue avec plus de pression, enfin plus de Whedon. C'est-à-dire que Whedon est très bon des fois dans les dialogues où il y a vraiment un challenge entre deux personnages. Voilà, moi je voulais en voir un petit peu plus de ce côté-là. Moi j'étais à peu près sur les mêmes attentes. Moi, le petit plus qui m'intriguait, on va dire, sur le film, c'était le ton qu'il allait prendre. Parce que la toute première bande-annonce nous montrait, comme les trois quarts des bandes-annonces, tu le disais tout à l'heure, des Marvel, un ton très noir, un ton très glauque. Et le résultat, je me suis dit, est-ce qu'ils vont vraiment tomber là-dedans? Est-ce qu'ils vont jouer à fond la carte du film très glauque? Ou est-ce qu'ils vont encore une fois nous faire croire à ça pour finalement nous sortir encore l'équilibre assez subtil qui fait leur charme entre humour et noirceur? Voilà, c'était surtout ça parce qu'après, ouais, j'avais à peu près les mêmes attentes que toi, peut-être plus d'action, plus d'équilibre au niveau des personnages, au niveau de la dramaturgie. Peut-être pourquoi pas mettre plus en avant Captain America, vu que maintenant c'est le personnage vraiment charismatique de la troupe, encore plus que Iron Man. Donc voilà, c'était surtout ça, moi, au niveau des attentes. Mais c'est la malchance aujourd'hui, hein, de toute manière, des bandes annonces, d'essayer de mettre un côté un petit peu noir, un petit peu sombre, un petit peu à la Nolan, entre guillemets. Bon, pas mal de gens tombent dans le panneau. Regardez la dernière bande-annonce, enfin le teaser, devrais-je dire, de Batman versus Superman. Peut-être qu'il y aura de magnifiques poneys roses dans le film finalement. On ne sait pas. La version Snyder, ça s'annonce magnifique et épique. Donc voilà, bon bah on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler d'Avengers 2. D'ici là, faites ce que vous avez à faire, on se retrouve tout de suite. À tout de suite.